Bonjour monseigneur. Bonjour. Vous avez publié il y a quelques jours une tribune dans le JDD, le journal du dimanche, qui a obtenu un retentissement incroyable, où vous disiez notamment: comme à de nombreuses reprises par le passé, les institutions républicaines et la classe politique ne sont pas à la hauteur des défis du temps. La Ve République, comme ses sœurs avant elle, semble être au bord de l'effondrement. Pourquoi avez-vous publié cette chronique, monseigneur ? Bonjour. Et en tant que Français et héritier d'une longue tradition, je suis inquiet pour le devenir de la France et des Français. La crise dans laquelle est entrée la France depuis plusieurs années maintenant ne fait que croître, et ni les institutions ni les hommes en place ne semblent pouvoir y remédier. Et est-ce que vous avez été surpris par le retentissement que cette tribune a eu ? Depuis plusieurs années, et j'ai régulièrement réagi aux inquiétudes des Français, comme par exemple lors de la crise des Gilets jaunes et sur les grandes questions de société telles que la défense de la vie. J'ai pu constater dans le passé que certaines de mes prises de position n'avaient pas eu la même audience. La réaction suscitée par cette tribune vient, je pense, de la situation catastrophique dans laquelle se trouve la France: augmentation de la pression fiscale, crise économique, fermeture d'entreprises, dette qui augmente et insécurité croissante. Alors, effectivement, il y a des signaux très inquiétants, mais vous pointez aussi dans votre tribune le fait que c'est une crise institutionnelle et qu'on a l'impression que c'est le régime lui-même qui est incapable de résoudre cette crise. Et pourtant, alors que vous dénoncez à juste titre le fait que les gouvernements s'enchaînent, on a l'impression que Sébastien Lecornu a réussi à stabiliser le système. Voilà, il a réussi à donner à la France un gouvernement, il a réussi à nouer des alliances qui éviteront que ce gouvernement tombe. Est-ce qu'on est vraiment dans un système aussi instable que celui que vous avez décrit ? Oui, je pense que nous sommes dans une vraie crise institutionnelle. On ne peut que constater que les institutions mises en place depuis 1958 ne répondent plus aux besoins et aux enjeux actuels. Elles ne sont plus capables de susciter des politiques audacieuses ouvrant sur l'avenir et répondant aux attentes, ou de créer un projet de société qui rallierait tous les Français. Je constate que la politique politicienne prend le dessus, alors que le temps est venu de donner de grandes espérances à la France et aux Français. Monsieur Lecornu ne fera pas mieux, pas pire qu'un autre. C'est la machine qui est usée. La République ne sait pas se réformer. C'est sans doute un des points qui la diffère le plus de la royauté, et qui, au cours des âges, a su toujours se réformer. Celle du Capet n'est pas celle de Saint-Louis, celle de Henri IV ou celle de Louis XIV. Alors, c'est effectivement, la monarchie a su évoluer et en même temps, la République, depuis 1789, on en est à la 5e et certains en appellent à la 6e. Donc, est-ce qu'une 6e République serait une réforme qui permettrait de sauver la France d'elle-même ? C'est une possibilité, tout à fait. Alors, cette possibilité, en même temps, on a l'impression que les Français y croient de moins en moins. Quand on regarde les baromètres de la vie politique française, quand on regarde le Cevipof, par exemple, on voit que les Français ont de moins en moins confiance en la démocratie, appellent de plus en plus à un pouvoir fort qui pourrait s'abstraire du jeu des partis. En fait, il y a un désir d'autorité au fur et à mesure que les difficultés croissent. Est-ce que c'est un moment, est-ce que c'est un moment monarchique ? Est-ce que ce désir d'autorité peut être assumé par une refondation de la monarchie française ? Bon, plus que de songer à ce qui peut me donner espoir, je pense surtout aux espoirs et à rendre aux Français.
il faut faire équipe. La question n'est pas celle de la démocratie, mais elle est plutôt celle de la représentation. Depuis trop longtemps, les Français ne sont plus entendus, aussi bien les familles que les entrepreneurs ou les agriculteurs. On a promis depuis 150 ans aux Français qu'ils allaient pouvoir s'exprimer et la parole n'a jamais été aussi bloquée. Le dernier référendum en France a eu lieu en 2005 et le gouvernement a appliqué une politique contraire à celle que les Français ont votée. La royauté en France a connu plusieurs formes, féodale et absolue, parlementaire. Je pense que la monarchie doit s'adapter au XXIe siècle, redonnant la parole aux Français et permettant de retrouver le bon sens et le réalisme, quittant les utopies partisanes. Il est urgent que la gouvernance de la France soit reconnectée à la réalité et il est urgent que la France retrouve espoir en son avenir. Monseigneur, vous avez évoqué les familles, les paysans, les entrepreneurs. Est-ce que la manière dont la démocratie française est organisée, c'est-à-dire en considérant que tous les individus sont égaux et qu'ils n'ont pas de fonction particulière, ils ne sont pas attachés à un territoire particulier, ils ne sont pas censés être les fils ou les pères, ils ne sont pas censés être les chefs ou ceux qui exécutent, ils ne sont pas censés être ceux qui possèdent un capital ou ceux qui travaillent en fonction de l'investissement de ce capital. Et est-ce qu'on pourrait inventer une nouvelle représentation est-ce que le problème de la démocratie n'est pas celui des partis, en fait? Je pense surtout qu'il faut écouter tout le monde, aussi bien les personnes situées le plus haut dans l'échelle sociale qu'à tout niveau. Alors, et pour écouter tout le monde, la monarchie, semble-t-il, avait mis en place, par exemple, des parlements régionaux, avait mis en place des organisations professionnelles qui permettaient à tous ceux qui sont dans un même secteur industriel ou un même secteur artisanal de s'entendre. Il y avait une démocratie paroissiale, il y avait une démocratie cantonale. Est-ce que c'est cette représentation démultipliée qui pourrait être une solution? Oui, je pense bien il faut donner voix à toutes ces personnes. Alors, et pour donner voix à toutes ces personnes, dans votre chronique, vous dites j'invite les Français, votre tribune, pardon, à bien considérer la situation actuelle de nos institutions et de la classe dirigeante dont la grande incurie rend insupportable sa pratique de la cooptation. Et est-ce que vous nous dites qu'il y a une classe politique qui a confisqué en fait la démocratie? Je pense que surtout que la classe politique n'écoute pas vraiment les vraies nécessités qu'il y a et donc elle gouverne plutôt pour elle-même et pour survivre au lieu de servir à la France et aux Français. Et alors, ces vraies nécessités, comment est-ce que vous les définiriez? À votre avis, quels sont les chantiers les plus urgents? Les chantiers, ben, vous en avez aussi bien l'agriculture, vous avez et l'éducation, vous avez pouvoir arriver à la fin du mois pour toutes les familles. Je veux dire, il y a beaucoup trop de chantiers là. Il y a beaucoup trop de chantiers, effectivement. Lorsque vous nous dites qu'il faut que les Français réfléchissent à leur histoire et se rendent compte qu'il faut penser à ces siècles pendant lesquels la monarchie a régné et a gouverné, vous nous dites une réflexion intégrale est à faire sur notre mode de vie et de gouvernement. Français, n'oublions pas que c'est à l'ombre des lys que vos libertés se sont épanouies et que la France a connu son apogée. Donc il y a eu une espèce, selon vous, d'âge d'or français qui était cet âge d'or monarchique, mais on est bien obligé de reconnaître que la monarchie a sans doute incarné une stabilité à travers toutes les mutations que vous avez soulignées, mais qu'elle a aussi été violemment rejetée en France. Est-ce que les Français attendent un roi? Il faut le demander aux Français. Mais il est vrai que la Révolution française de 1789 a été d'une grande violence
Mais vous savez comme moi que l'histoire ne s'arrête pas en 1789. Et le siècle qui a suivi a vu la France plus longtemps en monarchie qu'en république. Aujourd'hui, la royauté n'est pas oubliée. Vous voyez encore tout ce qu'elle suscite en matière artistique, tout ce qu'elle a laissé comme patrimoine qui demeure celui que les étrangers viennent admirer et ce qui fait la fierté des Français. 150 ans après, cette idée existe toujours et elle n'a pas été rayée de la mémoire des Français. Peut-être n'est-elle pas toujours bien expliquée. Et comme vous le dites, il y a sans doute un inconscient monarchique assez fort en France. Les événements familiaux de certaines monarchies européennes en sont une preuve très forte par la très importante audience télévisée en France. Alors effectivement, il suffit qu'il y ait un mariage princier, ou même que Emmanuel Macron court au Grand-Duché du Luxembourg assister aux intronisations, et il suffit que la reine d'Angleterre meure ou que l'un de ses fils se marie pour que la France entière soit à l'arrêt. Et même Emmanuel Macron, en 2015, avait parlé de la monarchie française dans des termes tout à fait étonnants. La terreur a creusé un vide émotionnel, imaginaire, collectif. Le roi n'est plus là. Il ajoute « Le reste du temps, la démocratie française ne remplit pas l'espace ». Et qu'est-ce que vous pensez de cette analyse d'Emmanuel Macron ? Moi, je pense finalement qu'il y a un manque de quelque chose et ce manque, peut-être, la République, par elle seule, ne va pas arriver à le donner. Alors, et il avait ajouté, Emmanuel Macron, dans cet entretien de 2015, alors qu'il était encore ministre des Finances, si je ne m'abuse, entretien donné au journal Le 1, ce qu'on attend du président de la République, c'est qu'il occupe cette fonction. Donc, il était en train de dire que la mort du roi avait laissé un espace que la seule démocratie française n'arrivait pas à remplir et qu'il fallait réinventer la fonction de président de la République pour occuper cet espace. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est le président le plus détesté de la Ve République. Il en est réduit à faire des petits jeux de bonneteau avec son personnel politique pour bloquer l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez l'impression qu'Emmanuel Macron a réussi à remplir l'espace laissé par la mort du roi ? Non, je pense que l'espace de la royauté ou d'un roi ne pourra pas être rempli par quelqu'un autre que ce ne soit un roi. Et je veux dire, le président de la République a des fonctions, mais il n'a pas la même force ou le même symbole ou les mêmes fonctions que pourrait avoir un roi. Quand vous parlez de force et de fonction et de symbole du roi, en fait, pourquoi est-ce que le roi est capable, lui, d'incarner véritablement un pouvoir qui ne soit pas un pouvoir partisan ? Bon, moi, je crois dans le passé, j'ai déjà fait une réflexion à ce propos. Je faisais un semblant, par exemple, dans un match de rugby ou de football, non? Et finalement, les équipes seraient un peu les partis politiques, alors que le roi serait au-dessus de la mêlée et ce serait un peu l'arbitre qui va un peu gérer et vraiment voir pour chercher le bien commun et prendre, faire attention que son peuple soit bien servi. Effectivement, le roi est un arbitre. Je reçois dans Ligne droite, la matinale de Radio Courtoisie, Louis de Bourbon, héritier du trône de France, pour parler de sa tribune publiée dans le JDD. La Ve République est au bord de l'effondrement, où Louis de Bourbon proposait justement que les Français réfléchissent à ce que la monarchie avait apporté au pays et à ce qu'elle pourrait lui apporter. Tout à l'heure, Arthur de Vatrigan nous donnera son sentiment et nous poursuivrons cette discussion avec vous, monseigneur. Vous avez dit que le roi est un arbitre et effectivement le roi se situe au-dessus des partis. Les Français ont l'impression, là aussi ce sont les différents sondages sur la vie politique française, que les partis ne les écoutent pas, que les hommes politiques en fait sont prisonniers d'une carrière qu'ils effectuent au sein de ces partis et même en fait que le système des partis
va à l'encontre du bien commun des Français, puisque chaque parti est réputé favoriser son personnel, favoriser ses intérêts. On le voit bien avec les Républicains qui sont prêts à collaborer avec le Parti socialiste pour faire voter des lois qui sont celles qui, selon eux, étaient votées contre les lois qui pourtant leur paraissaient être absolument nécessaires. Est-ce que c'est le système des partis lui-même qui est véritablement le facteur qui entraîne cette décadence de la France, cette impossibilité de gouverner que vous avez souligné dans votre tribune? Bon, je pense qu'il y a un vrai éloignement des vraies nécessités de la population et donc des Français. Et justement, c'est là où, je veux dire, on voit de nos jours, ce n'est pas en changeant une casquette ou un ministre que vous allez vraiment arriver à changer de politique. Non, il faut vraiment faire des vraies réformes et vraiment et faire attention aux vraies nécessités qu'a la France et les Français. Alors, ces vraies nécessités, quand on écoute le parti présidentiel et ses soutiens, c'est par exemple de se dépêcher de voter la loi sur l'euthanasie. Est-ce que c'est véritablement ça, la nécessité réclamée par les Français? Ou même s'ils ne la réclament pas, est-ce que c'est vraiment ça dont les Français ont besoin? Je ne crois pas. Moi, tout d'abord, je suis pour la vie de tout point de vue et je pense que les nécessités sont plutôt du genre économique et social, non? Plus que voter une loi de mon point de vue qui est contre la vie et donc pour la mort. Bah, cette loi, effectivement, pour la mort, au nom d'une prétendue dignité et au nom des valeurs de la République, puisque c'est comme ça que ça nous a été présenté, euh, est quelque chose de stupéfiant et dans le calendrier et dans le but poursuivi. Vous êtes vous-même un fervent partisan de la défense de la vie, si je ne m'abuse, monseigneur. Oui, je crois que j'ai pris la position dès le début et j'essaie de me manifester autant que je peux. Et je suis tout à fait pour la vie depuis la conception jusqu'à la fin de nos jours. Je suis justement contre cette politique de la mort. Alors, à côté de cet engagement pour la vie, il y a aussi, et vous l'avez dit à deux reprises depuis le début de cet entretien, quelque chose qui est choquant dans la manière dont la vie politique française se développe, c'est la manière dont les entrepreneurs, en fait, sont perpétuellement taxés, quoi qu'en disent les différents ministres successifs, et malgré les petits efforts d'Emmanuel Macron au début de son premier quinquennat, les entrepreneurs sont perpétuellement taxés à des niveaux qui ne sont pas ceux de leurs confrères européens. Et là, on nous demande encore de faire un effort et les entrepreneurs sont horrifiés par la manière dont les nouveaux impôts risquent de les frapper. Vous êtes entrepreneur, si je ne m'abuse, monseigneur. Qu'est-ce que vous pensez du statut d'entrepreneur en France? Bon, je pense justement que l'entrepreneur, il faudrait plutôt l'aider à ce qu'il puisse, je veux dire, au début, lorsqu'on commence une entreprise, c'est toujours très difficile. L'inexpérience, même si on a des idées, l'inexpérience peut de temps en temps nous jouer contre nous. Et je pense qu'il faut plutôt aider ces entrepreneurs plutôt que de les taxer dès le début avec des taxes trop fortes qui peut-être vont faire que son métier ou que son entreprise fasse la faillite. Alors, voilà, il y a 50 700 entreprises qui justement ont défailli en septembre 2025. On attend avec crainte les chiffres d'octobre, mais on voit bien que la politique française n'est pas une politique en faveur des entrepreneurs et donc n'est pas une politique en faveur des petits emplois, en faveur de tous ceux qui sur le territoire en fait ne peuvent pas être embauchés par Stellantis ou Total et ont besoin en fait des PME, des TPE et des PMI. Monseigneur, vous avez dit tout à l'heure que la monarchie française avait su muter, avait eu plusieurs formes, féodales, parlementaires, absolues. Vous avez souligné tout à l'heure qu'il y avait dans d'autres monarchies existantes un spectacle qui ravit le cœur des Français. Est-ce que vous pensez qu'une monarchie française peut être une monarchie constitutionnelle? Comme en Et, Angleterre, etc. et oui, c'est une possibilité. Je crois vraiment dans ce que la monarchie représente et donc dans l'institution même de la monarchie.
Et bon, et bien évidemment, il y a différentes façons de s'adapter, mais oui, c'est une possibilité. Au bout du compte, on a l'impression que le message premier que vous voulez faire passer avec cette tribune, c'est que le roi, non seulement est un arbitre au-dessus des partis, mais qu'il est surtout le symbole de l'unité du pays. Oui, c'est sûr, le roi unifie tout le monde. Je veux dire, c'est le roi de la France, des Français. Donc, c'est vrai que c'est un roi unificateur et pas un roi partisan, non? Donc, je pense vraiment que c'est une figure qui est importante et qu'on voit dans d'autres monarchies en Europe, où le roi, par exemple, en Belgique, en Espagne, le roi unifie et donc a un rôle important à jouer. Alors, il a un rôle important à jouer et ce rôle d'unificateur, ben, c'est celui de Philippe Auguste, c'est aussi celui de Saint-Louis, c'est celui de Louis XIV. Est-ce que dans la longue succession des rois de France, les 43 qui en 1000 ans ont fait la France, comme disait un grand penseur, est-ce qu'il y a un modèle qui vous paraît particulièrement adapté à la situation de la France aujourd'hui? Vous avez cité Henri IV tout à l'heure. Ouais, bon, je pense tous les rois ont des atouts importants pour nos jours et on peut beaucoup apprendre de toute leur expérience pour arriver aujourd'hui et adapter justement cette monarchie au 21e siècle. Cette monarchie adaptée au XXIe siècle, elle offrirait, selon vous, ce dont la France a le plus besoin, c'est-à-dire la stabilité. Est-ce que la monarchie, qui donc n'est pas remise en jeu tous les 5 ans, est véritablement l'atout dont a besoin la France, c'est-à-dire une vision de long terme tranquille où on peut décider d'une politique sans être perpétuellement être requis par une actualité électorale? Oui, c'est certain, je veux dire. Et déjà, le fait de viser à long terme, c'est important. Et même le fait de ne pas centrer un programme pour un mandat ou 2 mandats au maximum, et plutôt de penser à laisser un pays dans un meilleur état de celui qu'on a trouvé. Je pense que c'est un peu justement l'idée de la royauté. La royauté, en fait, pense le temps long, là où la démocratie, même cette 5e République prétendument monarchique qu'aurait imaginé De Gaulle, est forcée de ne penser que le temps court. Voilà, exactement, tout à fait. Ouais. Voilà, évidemment, je suis déjà un peu acquis à la cause, donc c'est plus simple pour moi. Vous dites, je constate une absence totale de remise en question et une absence de réelle volonté réformatrice. C'est vrai, on a l'impression que malgré tout ce que disent les Français, malgré les messages que les Français envoient à travers les sondages, à travers les manifestations, à travers même les révoltes, vous avez parlé des Gilets jaunes, on aurait pu parler des bonnets rouges et même de la révolte des gueux, même si elle est un peu plus calme, on a l'impression que le pouvoir républicain en France est vraiment sourd aux cris des Français. Oui, d'une certaine façon, oui. Je dirais, on se lave un peu le visage, mais on continue à faire la même politique. Alors, cette politique, elle risque de continuer encore longtemps parce que voilà, les institutions refusent d'évoluer. Monseigneur, vous avez publié cette tribune. Est-ce que vous, pendant les mois qui vont venir, jusqu'à la prochaine élection présidentielle, est-ce que vous allez continuer à commenter la vie politique française et, d'une certaine manière, à intervenir dans cette vie politique par d'autres prises de position? Oui, c'est certain, je dirais, du moment où je me préoccupe pour la France et pour les Français, et je vais toujours prendre la parole et essayer de me faire entendre. Eh bien, parfait. Mais merci beaucoup, monseigneur. Restez avec nous. Nous allons passer la parole à Arthur de Vatrigan, qui ensuite pourra continuer avec nous ce débat sur le rétablissement d'une monarchie en France comme étant une possible voie de sortie par le haut de la crise dans laquelle nous sommes. Je vous en prie. Ligne droite. Nous avons de la visite. Le face-à-face. Et pour nous, ce face-à-face, qui est un combat de titans, donc Arthur de Vatrigan à ma droite et Monseigneur Louis de Bourbon à ma gauche. Monseigneur, cette élection cette désignation d'un prix Nobel de la paix qui va à une opposante politique de droite à un dictateur de gauche, quelle est votre réaction ?
Tout d'abord, il faut que je dise que mon épouse est vénézuélienne et mon épouse, bien évidemment, elle habite avec moi, mais je veux dire, moi, j'ai aussi habité pendant 7 ans au Venezuela, de 2004 jusqu'en 2011. C'est un pays qui est richissime, je dirais. Il a peut-être les plus grandes réserves de pétrole au monde. Je ne sais pas si c'est le deuxième, peut-être, du point de vue du gaz. Ils ont aussi des réserves d'or, peut-être des plus grandes. Et en plus, c'est un pays qui fait à peu près 2 fois la France, avec un climat tropical, donc magnifique, puisque vous pouvez cultiver quoi que ce soit. Et c'est dommage que de nos jours, il y ait autant de pauvreté et autant de différences sociales et économiques entre ses habitants. Et je pense que de nommer Ana Corina, je pense que c'est bien pour mettre un peu aussi Venezuela dans la tête du monde entier. Et je pense que c'est une personne qui est une très grande politicienne, peut-être je dirais même la plus formée aujourd'hui au Venezuela, et qui a une persécution importante. Et bon, je pense qu'en démocratie, on devrait pas le faire. Moi, j'ai une question, monseigneur, parce qu'en fait, sur tous les sujets dont on parle, que ce soit de Donald Trump, que ce soit Maria Corina Machado au Venezuela, que ce soit évidemment en France, au final, la trame, le point commun de tout cela, c'est la légitimité. C'est parce que la légitimité est contestée ou parce qu'on ne définit plus ce que c'est que la légitimité que toutes ces questions se posent. Alors évidemment, il y a derrière des ambitions personnelles avec pour le Venezuela des ressources évidemment des naturelles très importantes. Et puis en France, tout simplement, l'attrait du pouvoir. Comment on pourrait définir la légitimité qu'est-ce que la légitimité? Est-ce que aujourd'hui, par exemple en France, c'est un régime qui ne crée pas. Le problème est que le régime ne crée pas de légitimité, ou que ce régime ne peut pas créer de légitimité. Comment vous voyez la chose et comment vous l'analysez? La légitimité, c'est finalement ce qui devrait être le plus euh, légal ou normal possible. Et il faut l'adapter, je pense, ensuite aux différents pays et aux différents systèmes qu'il y ait dans chaque pays ou nation. Et donc vous pensez que ça, voilà, ça dépend pas d'un régime particulier, c'est-à-dire qu'on peut, la légitimité peut s'acquérir en démocratie, peut s'acquérir en république, peut s'acquérir dans une monarchie. La légitimité ne dépend pas d'un régime, quoi. Ça dépend d'une action. Je pense que c'est une action, tout à fait. Et cette action légitime qui fonde en fait un pouvoir, en monarchie française, c'est Philippe Auguste et la victoire de Bouvines, c'est Clovis et le vase de Soissons, ce sont les campagnes guerrières de Louis XIV, il y a aussi la manière dont Saint-Louis rétablit la justice dans le royaume. Ce sont des actions fortes, ce sont des actions emblématiques. Et quelle serait, à votre avis, la première action légitime pour quelqu'un qui arriverait après Emmanuel Macron? Je ne fais pas de politique fiction. Je n'ai pas parlé de réforme, voire même de programme. Ce que je sais d'expérience millénaire, c'est qu'il faudrait revenir sans tarder aux fondamentaux, comme après chaque crise. Chacun d'entre nous les porte au fond de sa conscience. La justice équitable pour tous, l'état de droit est garant des libertés, la sécurité, la souveraineté réaffirmée, la recherche du bien commun. Tout cela est basé sur le bon sens, qui semble trop souvent oublié depuis des décennies. Ce sont ces vieilles recettes qui ont permis à la France de progresser et d'être, durant des siècles, un modèle pour le monde entier. Elles ont encore toute leur actualité et beaucoup les attendent et les espèrent en France et bien au-delà. Il est temps de revenir à une politique de bon sens. Cette politique doit être tournée vers les familles, vers les entrepreneurs,
les agriculteurs, les forces de l'ordre civil et militaire, les garants des services publics, qui sont les artisans de la France profonde. Il faut, en redonnant une véritable place aux politiques locales, responsabiliser les Français et leur redonner espoir dans la gouvernance du pays et son avenir. Ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, ce pouvoir central jacobin a concentré tous les pouvoirs prétendument au nom des Français et en fait a dépouillé les Français de la souveraineté française puisqu'elle a été vendue à l'Europe, a dépouillé les Français de leur liberté puisqu'ils sont sous étroite surveillance et de moins en moins libres de tout, pas même de l'usage de leur argent. Et vous plaidez pour que ce pouvoir soit redistribué et qu'on redonne aux communes, aux régions, aux métiers, plus de liberté dans leur organisation. Voilà, tout à fait. En leur donnant un peu plus de liberté, ils vont pouvoir justement s'exprimer et donner de leur mieux. Arthur de Vatrigan, quand le prince explique que nous pouvons réfléchir à une monarchie en France et à un rétablissement de la monarchie qui a connu 1000 vicissitudes, mais c'est vrai aussi que cette république née en 1789 a connu elle aussi en 250 ans le rétablissement de 2 monarchies et l'existence de 2 empires. Est-ce que c'est un pari fou? Est-ce que c'est une impossibilité majeure? Une impossibilité majeure, j'espère pas. Un pari fou, oui. Mais bon, en même temps, tous les grands changements de régime ont été faits sur des paris fous, il me semble, dans l'histoire de France. Et si vous regardez, moi, alors ça va pas vous plaire, désolé Richard, mais il y a 3 ans, il y a eu la mort d'Élisabeth II. Et la réaction des Français était quand même assez fascinante, et même de l'Occident, il y avait quand même une fascination sur cette mort et sur ce qui se passait. Bon, après, la monarchie a cet avantage, c'est que c'est le régime qui peut être à la fois peut-être le plus légitime, et c'est le régime de l'unité et du sacré. Et ce qu'on voyait, et ce qu'on voit d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est que chaque événement qui touche la famille royale en France, que ce soit des événements heureux, que ce soit des événements tragiques, en Angleterre, pardon, c'est l'occasion pour la nation de reprendre conscience et tout le monde se met, quoi. Donc c'est ce que de Metz écrivait, la monarchie, c'est le gouvernement où l'affection individuelle pour le souverain renforce à chaque instant et perpétue le principe du gouvernement. Et à l'inverse, la République démocratique, c'est fondé sur l'impersonnalité du pouvoir. Donc parce que celui qui est élu est censé appartenir au peuple, et la trop forte personnalisation alimente à l'opposé une logique de parti, surtout ceux qui s'opposent. Et ce qu'on a vu avec le sacre l'enterrement d'Élisabeth II, c'est que la France, on le savait, s'était jamais remise de la mort de son voir, ou de l'avoir découpée, diront certains, mais comme on dit à gauche, not in my name. Et la mystique de l'homme providentiel, en fait, n'est rien d'autre que l'expression de ce tiraillement français, de cet écartèlement français, entre un esprit très monarchique et des pulsions républicaines. Sauf que, et c'est de là que vient la mystique de l'homme providentiel. L'homme providentiel qui est inventé par De Gaulle. Sauf qu'on ne peut pas élire un président monarque ou un roi tous les 5 ans. La nécessité d'homme providentiel n'est rien d'autre que le signe d'une société qui est en crise. L'homme providentiel, il ne se décrète pas, il ne se fait pas élire. Et puis, quant à la Providence, je pense qu'elle a autre chose à faire tous les 5 ans, régler les problèmes qu'on a créés. Donc le souci est là, c'est qu'on est tiraillé en France entre les deux. Et d'un côté, on voudrait un roi, de l'autre côté, on voudrait le découper, et on ne sait plus où on habite. Et donc, une monarchie, oui, peut-être, quand on voit que plus de 40% des Français disent dans des sondages qu'ils sont prêts à avoir un gouvernement autoritaire. Alors je pense qu'on est plus proche d'un retour d'un bonapartisme ou d'un césarisme qu'une monarchie, mais en tout cas, les gens ont accepté que la démocratie, ou peut-être surtout la République, n'était pas forcément le régime qui allait régler leurs problèmes, ce qui n'est pas inintéressant. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment élargir suffisamment le champ de vision des Français pour que s'il y a un homme providentiel qui vient, et j'y crois parce qu'il se révèle toujours dans les crises, en tout cas l'histoire de France l'a montré, qu'il le reconnaisse et qu'il ne se trompe pas. Monseigneur, effectivement, il y a eu des hommes providentiels qui n'ont pas forcément immédiatement rétabli la monarchie. Vous avez vécu au Venezuela, vous avez aussi vécu et vous vivez en Espagne. Est-ce que dans l'histoire espagnole du XXe siècle, vous avez l'impression qu'il y a un chemin que la France pourrait prendre, c'est-à-dire un homme providentiel qui d'abord
rétablirait la stabilité du pays, ferait en sorte que les lois soient changées et qui ensuite serait capable d'amener à une monarchie? Bon, vous avez mentionné justement l'Espagne, et l'Espagne, lorsque le roi Alphonse XIII quitte l'Espagne pour éviter ou essayer d'éviter une confrontation, une guerre. Et il y a ensuite, bien évidemment, bien connu, la guerre civile, où le général Franco, qui, qui était monarchique de pensée, et qui vraiment, je veux dire, il avait même une bonne relation avec le roi Alphonse XIII. C'est lui qui a instauré la monarchie en Espagne et qui a créé les bases pour qu'il y ait une monarchie qu'aujourd'hui elle continue et qui fait un rôle important pour l'Espagne. Donc oui, c'est tout à fait faisable. L'idée surtout de faire connaître la monarchie et ensuite de créer ses bases. On a vu d'ailleurs que le monarque tel qu'il existe en Espagne est véritablement non seulement il est au-dessus des partis, mais il est le père du peuple, et il y a cette dimension de paternité qui est importante. On l'a vu au moment des inondations, où alors que les partisans, les ministres, y compris le Premier ministre, donc élu par un parti, avaient peur de la colère de la foule, le roi, lui, est descendu, alors qu'il était contesté, il a fini par embrasser son peuple. Tout à fait. Je veux dire, au début, il y a eu quelques problèmes. Bien évidemment, je veux dire, après les inondations, il y avait beaucoup de tensions, mais le roi est resté là, alors que le Premier ministre est parti en courant. Et finalement, il s'est embrassé avec le peuple et est revenu à plusieurs occasions justement pour lui donner un support et pour leur aider. Et est-ce que c'est, indépendamment de cette fonction d'arbitrage, est-ce que c'est aussi ce symbole du père des peuples qui est important pour vous dans le message que la monarchie peut adresser à la société française aujourd'hui? Oui, je pense que le roi, finalement, est le père des Français et c'est justement son rôle de les défendre et clair, non? Alors, est-ce que monseigneur, vous êtes, si j'ose dire, sur les rangs, et donc vous êtes intervenu avec cette tribune. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous continueriez à intervenir dans la vie politique française par votre présence lors de telle ou telle manifestation ou vos déclarations. Est-ce que vous vous tenez prêt pour le trône de France? Moi, si les Français le veulent, je serai bien évidemment au service de la France et des Français. Mais il faut tout d'abord que les Français le veulent. On ne peut pas imposer ces choses comme ça. Donc, on va surveiller attentivement la manière dont les Français vont peut-être peu à peu arriver à dépasser les 40% de désir d'un pouvoir fort et autoritaire et sans démocratie. Et peut-être que ce sera votre moment, monseigneur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Courtoisie. Merci à vous. Merci. Et merci Arthur de Vatrigan.